Les amis, on se retrouve pour un épisode particulier du podcast Odyssée avec un nouvel invité. Aujourd'hui, on va parler de la thématique du système nerveux. On est avec un camarade avec qui j'ai partagé quelques retraites déjà il y a quelques années. On va revenir dessus. Et qui du coup s'est spécialisé dans un domaine qui est encore peu connu, qu'on va explorer ensemble tous les deux, et qui je pense peut-être sera intéressant pour les années à venir, notamment pour la thérapie qui englobe un petit peu les différentes problématiques qu'on retrouve aujourd'hui. Valentin, du coup, merci d'être avec moi sur ce superbe setup qu'on a mis en place. Merci Isma, on a un petit peu galéré, mais on est en place. On est bien. Normalement, le son est bon, donc on espère que vous allez pouvoir apprécier cette conversation. S'il y a un petit peu de latence, c'est tout à fait normal. Le Wi-Fi n'est pas au top, mais on va faire au mieux. Je vais te passer la parole avec une question très simple pour que tu puisses t'introduire. Est-ce que tu te rappelles de notre première rencontre? Oui, je crois me souvenir et il me semble que c'était une retraite, une de ces retraites auxquelles on avait participé ensemble. On se retrouvait chaque été avec différentes personnes qui sont issues du mouvement, en tout cas de manière très globale. Et on se retrouvait pour échanger, pour chacun présenter un atelier. Et puis voilà, c'était vraiment une semaine d'échange et je crois que c'était dans cette dimension-là où on s'était rencontrés, dans cet espace-là. Ouais. Ouais, je sais plus laquelle c'était Tu me diras si exactement, je me trompe. Ouais. parce qu'on en avait fait plusieurs, mais je pense qu'on pourrait dire qu'on était précurseur de ça en France, hein. D'ailleurs, il y a eu un, on pourra en parler peut-être, mais parmi le déploiement de tes activités, à l'heure d'aujourd'hui, tu es praticien, donc tu as un cabinet dans la région de Genève, c'est ça. Tu as aussi du coup un rôle dans, enfin ça c'est une activité un petit peu plus, mais au travers du mouvement, c'est ce qu'on a partagé ensemble avec un festival qui a été monté. Et tu as ta pratique aussi personnelle. Donc est-ce que tu pourrais juste rapidement nous dire quel est ton métier? C'est quoi cette pratique que tu fais du coup? Ouais, aujourd'hui, presque à 100% de mon activité, c'est dédié aux séances individuelles de neurologie fonctionnelle, avec une approche bien spécifique qui vient d'Australie. Et si je devais donner la translation, la traduction en français, c'est une approche fonctionnelle, une approche de la santé, non, l'approche fonctionnelle de la santé neurologique, c'est ça, si je remets dans l'ordre. Ouais, Du coup, c'est une approche, une branche spécifique de la neurologie fonctionnelle. Il existe différentes approches, différentes écoles, différents cursus aujourd'hui. Il y en a quelques-uns, peut-être une ou deux grosses en France. Et voilà, celle que je pratique moi aujourd'hui vient d'Australie et a été créée par Nick Moss. Nick Moss qui est du coup ton formateur, qui t'a, ça fait quelques années du coup que tu travailles avec lui. Euh, Comment ça se passe ton travail? C'est quelque chose que tu fais en ligne, en présentiel? Parce que moi, du coup, pour introduire, j'ai pu avoir l'occasion quand tu démarrais, enfin ça faisait un petit temps, quand on avait fait une des retraites, tu m'avais ausculté. J'étais passé sur la table, Parce que, hein, sur le billard. Et ça a été très intéressant et je pense que c'est aussi une des raisons qui m'a donné envie de refaire, enfin de faire ce podcast avec toi et de un petit peu en reparler parce que je n'avais pas autant de notions que j'ai maintenant. J'en ai toujours pas beaucoup, mais j'en ai un petit peu plus. Et à l'époque, ce que ça m'a fait ressentir, cette séance-là, c'était très impressionnant. Je crois que je venais pour une douleur, une épine calcaléenne ou un truc au pied qui me faisait mal, donc au niveau de l'appui plantaire. Et tu m'avais fait travailler sur, on développera plus tard, mais certains des réflexes archaïques, primitifs. Et bah, en fait, en sortant de la séance, hein, je sais plus ce qu'on avait fait exactement, mais j'étais complètement HS, désorienté, et je pouvais pas marcher. Je m'étais retrouvé complètement alité avec sensation d'être désorienté, vertigineux. Et ça m'avait un peu choqué, honnêtement, parce que je pensais pas, après coup, que avec aussi peu de pratique, c'est ça le constat, tout le système il puisse se sentir aussi perturbé. Est-ce que, euh, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui t'a amené, toi, personnellement, à diriger vers ça, vers ce type de séance? Et déjà, est-ce que tu te rappelles de cette séance aussi? Parce que là, j'ai donné mon avis, mais est-ce que tu ouais, t'en ouais, rappelles? je me rappelle bien. Je me rappelle bien. Et tu fais peut-être partie des personnes qui réagissent, qui ont réagi ou qui réagissent le plus fort.
tout dépend, en fait, on ne sait jamais. Ce qu'on fait, c'est qu'on propose une intégration, on intègre certaines choses en séance. La façon dont le système nerveux s'intègre derrière, c'est vraiment très individuel. C'est assez rare qu'il y ait des réactions aussi fortes comme tu as pu l'avoir. C'est qu'à mon avis, ça a touché quelque chose d'assez important pour ton système. Donc, ça a été un gros équilibre à faire. Et parfois, ça nécessite du coup un petit peu de temps. Mais c'est rare qu'on ait des réactions aussi fortes, surtout juste derrière. Il me semble que ça a été dans l'heure qui a suivi la Mm, séance. mm. Tu as eu besoin de te poser, puis que le temps que ton système en fait processe ça, et puis qu'il revienne un peu sur un équilibre. Je pense aussi au moment où on a fait la séance, j'avais pas autant d'outils pour faciliter l'intégration. Maintenant, on finit la séance un peu différemment, qui va permettre de faciliter encore plus l'intégration, ce qui fait qu'on a moins de réactions comme tu as pu avoir, Mm. mais qui sont juste tout à fait normales. Ça peut être de la grosse fatigue, ça peut être des tensions qui n'étaient pas là, qui sont là, ça peut être parfois une réaction un petit peu immunitaire, comme s'il y avait une petite fièvre. Juste que le système, en fait, est en train de faire ce qu'il a à faire. Mais derrière, et peut-être que tu peux en parler sur ce que ça avait donné derrière toi au niveau du pied, et une fois que l'intégration a été terminée, comment tu t'étais senti et ce que ça avait donné. Je sais pas si tu te souviens ce que Personnellement, ça avait ça, pu. ça fait un peu long, mais je pense que j'étais très surpris. Et vu que j'ai un caractère assez anxieux sur tout ce qui peut se passer dans mon corps, ça avait été un petit peu dur. Je pense que je t'avais vu plusieurs fois par nécessité d'être rassuré, à mon avis, et ça c'est important, vu que la réaction était assez intense. Et en fait, quand ça s'est reparamétré, bah, je me souviens plus ce qu'on avait fait, mais on avait enchaîné avec de la boxe. On avait fait j'étais bien, j'étais mieux dans mon corps. Je crois que le pied, c'était plus un problème, en vérité. Donc, non, l'intégration avait pris du temps, mais la réaction était assez forte du coup, ça m'avait interrogé. Et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est à quel point le système nerveux, finalement, il est très sous-estimé ou peu parlé. On en parle assez peu dans les processus de guérison et enfin, la place que ça a dans tout notre système. Donc, peut-être tu pourrais aller sur ce qui, toi, avant cette période, qu'est-ce qui t'avait intéressé dans ce travail-là? Parce que je savais pas forcément pourquoi, en fait, tu t'étais mis à devenir praticien sur ce domaine. C'est quoi qui t'avait poussé à aller approfondir cette science, si on peut dire? Je crois que ça a été un fil que j'ai tiré depuis un petit moment. J'avais fait des études en psychologie des années en arrière. Et après avoir fait quelques formations, j'ai trouvé le terme réflexe archaïque que tu as mentionné juste brièvement tout à l'heure. Mhm. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai tiré un fil que j'ai suivi. Ça a commencé effectivement, peut-être, ça a été le gros déclic au niveau des réflexes archaïques. Mhm. Puis j'ai continué différentes formations pour finir avec celle que je pratique en grande partie aujourd'hui. Et du coup, c'était vraiment, je crois pas qu'il y ait eu une chose, mais ça a été un fil de choix que j'ai fait, de formations que j'ai suivies. Et puis en tirant ce fil, j'en suis arrivé là où j'en suis. Mais il n'y a pas eu peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul, je me l'explique différemment. Et il y a effectivement des choses qui m'ont poussé dans cette direction. Mais à ce moment-là, c'était vraiment, j'ai suivi un fil et Ouais. jusqu'à être là où j'en suis aujourd'hui avec cette approche. Donc, Et par le système nerveux, j'ai curiosité. découvert en fait au fil de ces formations. Donc, Mhm. D'accord. ouais. Plutôt, En plutôt. fait, qu'on le sache ou pas, qu'on le sache ou non, ouais, il y a un petit décalage. Je te coupe parfois, mais qu'on le sache ou non, qu'on le veuille ou non, on est toujours en train de travailler avec ce système nerveux. Là, il est en train aussi de d'être en fond pour tous les deux. Bah, tu vois, quand je t'entends, bah, ça passe par mon système nerveux, la façon dont je t'écoute, la lumière, il y a tout ça, toutes ces informations qui viennent à la fois de mon corps, mais aussi à la fois des informations extérieures. Et tout ça, c'est en permanence, il les interprète et puis il va me donner un certain état de confort, de bien-être, ou alors au contraire, ça va déclencher peut-être des petites réactions de tension, d'anxiété, tout ce qu'on veut. En permanence, c'est un petit peu la passerelle qu'on a, toi et moi, chacun, chacune, entre ce qu'on perçoit du monde et ce qu'on va y projeter. Ça passe à travers ça. Et en fait, l'idée, c'est d'aller voir, en tout cas pour cette approche, d'aller voir la façon dont les informations sont perçues, la façon dont elles vont être processées, et puis ce que ça va donner derrière, Mhm. grossièrement. J'ai déjà mis un pas du coup de... T'as déjà mis un petit pic de définition, mais c'est très bien, on essaiera d'approfondir. Je reviens un petit peu à nos pratiques respectives, parce que ça fait office des premières années aussi, et peut-être potentiellement toi, ta pratique, qui a été aussi, je pense, un fil conducteur vers ce que tu voulais approfondir. Pour le public qui ne nous connaisse pas, nous, on se retrouvait sur des retraites
je vais essayer de bien l'expliquer, entre garçons passionnés de sport, on va dire comme ça au début, avec chacun, avec chacun, j'ai la connexion qui a bugué, bon, je ferai un cut. Avec chacun ayant sa spécialité. Toi, Valentin, tu avais une forte appétence pour la force, les équilibres sur les mains, handstand et un peu de mobilité. Du moins à l'époque où on s'entraînait ensemble. Moi, j'avais un peu ça aussi, mais un petit peu de danse. Donc je venais ajouter cette partie-là. On avait d'autres amis qui étaient circassiens, qui faisaient du parcours. Donc c'est bien, ça avait créé un petit collectif et une petite communauté. Et je, et je pense que ça a été un peu un premier aussi ancrage pour toi de travailler par le corps, du moins vis-à-vis de ta propre pratique. Comment t'en es arrivé aussi à t'intéresser à ton propre corps et à progresser sur ces différents éléments? Est-ce que à un moment donné, tu avais envie de prendre du muscle et tu t'es dit, bon, bah, je vais aller m'entraîner sur de la prise de masse? Est-ce que tu t'es dit, je vais être plus mobile parce que je me sens restreint dans mon corps et je vais travailler la mobilité? Est-ce que peut-être tu avais de la difficulté avec la gestion émotionnelle et que tu as trouvé que le mouvement, c'était quelque chose qui te permettait de laisser circuler un peu plus cette énergie? Vers quoi tu as mis tes lunettes, en fait, pour diriger ta pratique? Ouais, c'est une question intéressante. Et là aussi, aujourd'hui, j'en donne une réponse très différente avec le recul. Et je pense que j'ai mis un pied dedans plus jeune. J'ai jamais mis cette étiquette-là, mais avec le recul, je pense que j'étais quelqu'un d'assez anxieux, même c'est sûr, en reprenant le fil de différents comportements que je pouvais avoir. Et du coup, ça a commencé assez jeune, où je suis rentré dans cette pratique. Je pense que si je baignais aussi dans un environnement qui poussait à ça, en tout cas qui avait cette dimension-là du corps. Donc j'y suis allé en fait assez simplement. Et je crois que j'ai commencé par, en tout cas sur l'aspect physique renforcement, avec la méthode Lafay. Je sais pas si ça te parle, Oui, ouais, cette approche-là. Oui. ouais. Purement poids du corps, avec bon, des répétitions, avec des cycles, des boucles. Je crois que c'est comme ça qui nommait. Ouais, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et puis, je crois que ça a été une rencontre avec Théo, que tu connais, Mm. bien plus tard, qui m'a mis un pied dans ce que ça représentait, en tout cas pour lui à ce moment-là, la movement culture. Et puis, avec Ido Portal, c'est là où j'ai connu ça. C'était à mes débuts de fac, il me semble. Et donc là, ça a été tout un nouveau champ. J'ai vraiment découvert un nouveau monde, presque, du mouvement. Et c'est comme ça, un petit peu dans cette optique-là, qu'on s'est rencontrés au final sur les différentes retraites, avec chacun qui amenait sa pratique. Toi, du coup, effectivement, tu avais cet aspect plus en lien avec la danse. Moi, j'avais effectivement mis un pied dans les équilibres avec Théo, du coup, l'équilibre sur les mains. Et puis, j'avais après refermé avec ce que je faisais avant, donc plutôt du poids du corps. Et c'est là où je m'étais spécialisé pendant un temps, entre guillemets, sur les équilibres sur les mains et les pompes sur les mains. Donc ouais, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait avec au départ cette appétence-là et puis Théo qui a été une rencontre assez importante dans cette dimension. Ouais. Théo sur la partie handstand. Quand tu dis que tu te considérais comme quelqu'un d'anxieux et aussi à un âge assez jeune, c'est quoi que tu entends? Si tu peux un petit peu plus développer. Ouais, je pourrais. En fait, je m'en suis rendu compte une fois que j'étais plus dans cet aspect-là, peut-être anxieux. Et avec le recul, je me suis dit, mais en fait, peut-être que moi aussi je l'étais. En fait, en séance, je me suis rendu compte que pendant un temps, j'attirais plutôt autour de cette problématique-là, autour de l'anxiété, de façon globale. Et je me suis dit, puis il y a ce truc-là que parfois, les personnes qu'on aide le mieux, c'est ce qu'on a été, nous, quelques années en arrière. Et je me suis dit, mais en fait, moi, il y a des choses qui faisaient écho en séance, mais qui me faisaient plus écho là aujourd'hui, qui faisaient écho de ce que j'avais pu être. Et j'ai le souvenir de m'être remémoré un comportement que j'avais eu une fois. Je devais être à la fac aussi, et j'allais faire une séance d'hypnothérapie avec une personne pour une problématique spécifique à ce moment-là. Et je me souviens que j'étais en avance, et il y avait des escaliers, c'était à Lyon, il y avait des escaliers, et je m'étais dit, bah tiens, je peux peut-être me poser sur les escaliers, puis attendre que ce soit l'heure de ma séance. Et puis là, je me suis projeté, je me suis dit, ouais, mais s'il y a des personnes qui habitent dans cet immeuble-là, qui vont sortir ou rentrer et qui me voient et que je les dérange un petit peu, bah, je vais pas faire ça. Et en fait, j'étais constamment dans ce truc-là à me dire, est-ce que je vais pas déranger? Et tout faire pour essayer de pas déranger l'autre, ce qui est impossible parce que tu peux jamais deviner ce qui va déranger ou pas.
Et du coup, ça crée une telle distorsion à l'intérieur sur tes comportements qui sont du coup déterminés par différentes choses. Je pense que à ce moment-là, j'avais un système nerveux effectivement qui était complètement euh, dérégulé ou en tout cas qui projetait des choses et qui anticipait des choses, qui voulait anticiper des choses, ce qui faisait que j'avais des comportements qui s'adaptaient à l'état de mon système nerveux. Donc je pense que à travers cet exemple qui était vraiment marquant pour moi, quand je me suis rappelé, je me disais mais c'est dingue quand même que j'osais pas m'asseoir sur ces marches pour attendre, de peur de déranger quelqu'un qui peut-être habitait là et me dire mais en fait qu'est-ce que tu fais là? Ouais, ouais. Donc c'est là où je te dis qu'avec le recul, en analysant certaines choses, et notamment cette période-là, je me suis dit, en fait, si j'étais quelqu'un d'anxieux, j'ai jamais eu cette étiquette-là. Et je pense que du fait d'avoir aussi été toujours bien entouré, bah, j'ai pas eu peut-être je me suis pas retrouvé éloigné, écarté, puis jamais éloigné des interactions sociales. J'ai toujours été du coup engagé dedans. Donc, mais ouais, je pense que j'étais quelqu'un d'assez anxieux, c'est même sûr. C'est marrant parce que, bon, déjà, je pense que l'anxiété, c'est pas quelque chose qui n'est pas commun, c'est même quelque chose, j'ai l'impression, qui est de plus en plus marquant dans notre population. Après, peut-être qu'on est avec des dispositions génétiques et compagnie, mais là, on n'est pas sur un podcast de l'épigénétique, donc j'en sais rien, mais cette étiquette-là, moi, je l'ai appris vers mes 20-21 ans aussi, à la période où on s'est rencontrés. Donc j'avais, et même on pourra en parler pendant le podcast, hein, parce que je crois que la rencontre qu'on a eue tous les deux, ça avait trigger des choses en toi. Qu'est-ce que tu m'avais dit la dernière fois? Ça peut être intéressant. Mais tu vois, moi qui ai, comme tu dis, et comme certaines personnes peuvent déceler une énergie avec d'ouverture, peut-être ce qui était à l'opposé de toi à un moment donné par rapport à ce que tu nous as dit là sur le fait que tu te fermais, tu t'autorisais pas à t'asseoir, à prendre ta place et tout. Moi, peut-être je le faisais de manière plus naturelle, mais malgré tout, il y a beaucoup de sensibilité chez moi et je pense que l'anxiété, bon, c'est un mot-clé, c'est un terme, mais elle vient à un moment donné, hein, c'est mon avis, peut-être qu'on peut en discuter, où la personne, elle ressent beaucoup de choses de par son système nerveux, que ce soit dans son environnement intérieur avec bah, du coup les sens, les cinq sens plus le sens de l'esprit, ou bien ce qui se passe à l'extérieur, et elle a une limite de gestion, ou alors elle a du mal à processer cette information, et ça peut créer des boucles qui vont devenir autodestructives. Du style, moi j'ai eu plein de phases dans ma vie, j'en ai encore beaucoup parce que là je travaille sur plein de projets et j'ai vécu un burn-out il y a un an, donc je suis encore en train de le reconstruire, donc c'est intéressant ce sujet-là. Et je pense que j'ai usé mon système nerveux à vouloir le surcharger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et maintenant les réponses que j'ai de ce système, c'est beaucoup d'un mode d'autodéfense, de threatening, de là il y a du danger, là il y a du danger, mais que ce soit avec les choses qui se passent à l'extérieur, mais aussi les sensations que je peux percevoir à l'intérieur. Moi, ça a été le cas très jeune. J'arrivais à bien le gérer parce que j'avais peut-être plus de résilience et j'arrivais à le masquer ou à l'équilibrer avec d'autres expériences. Mais je me suis rendu compte qu'avec les années, là j'ai 27 ans, c'est toujours quelque chose qui est présent en moi. Tu vois, ce système qui suranticipe. Et c'est aussi une des raisons pourquoi je vais faire ce podcast avec toi parce que je suis quelqu'un qui pratique beaucoup. J'enseigne des méthodes de régulation et pourtant, j'ai un système qui est encore en reconstruction. Donc l'approche que tu proposes, moi, elle m'a touché parce que elle vient pointer du doigt qu'il n'y a pas forcément besoin de faire 2 ans de méditation tous les jours, 1 heure par jour pour corriger un problème ou réguler ton centre, mais peut-être qu'il suffit que de 10 séances pour qu'ensuite ces séances de méditation fassent vraiment effet. J'ai un petit peu agrandi la bulle, ça peut m'amener vers une question du style ça peut aller vers une question du style, comment toi, déjà t'es patient, c'est quoi le pourcentage de personnes anxieuses que tu as eu au cours de ta carrière? Juste qu'on ait un ordre d'idée. C'est une bonne question et peut-être que je pourrais te donner des chiffres en regardant d'un peu plus près, mais déjà, il faut savoir que l'anxiété, c'est une réaction normale. C'est juste c'est une indication du système qu'il y a quelque chose qui, peut-être, qui a de l'importance là dans l'instant. C'est juste que cette anxiété, si elle devient trop importante, c'est là où ça devient un petit peu problématique. Parce que du coup, si elle est déclenchée pour un rien, si elle est amplifiée pour un rien, c'est là où ça peut être un problème. Mais l'anxiété, c'est un très bon signal du système de dire que là, il y a quelque chose peut-être où il faut prêter attention. Mais c'est juste quand ça devient trop problématique, en permanence dans cet état de devoir faire attention,
c'est là où ça peut être fatigant. Et le système nerveux et le cerveau, c'est un mécanisme qui anticipe en permanence. Donc, c'est-à-dire qu'il va se baser sur la situation en elle-même, mais tout ce que tu as vécu auparavant. Et puis, s'il y a des choses qui font penser à une situation que tu as déjà vécue, il va peut-être se remettre dans la même disposition qu'il a été pendant l'enfance, il y a 5 ans, il y a 10 ans, etc. Mm. Donc, pour ces personnes, après moi c'est un peu biaisé parce qu'effectivement c'est des personnes qui viennent et qui ont peut-être des choses qui jouent pas. Donc ça peut être de l'anxiété vis-à-vis d'un certain mouvement avec une ancienne blessure et puis l'anxiété que ça redéclenche à nouveau des douleurs, que ça reste comme ça. Donc là c'est aussi une forme d'anxiété. Après l'anxiété un petit peu plus peut-être sociale avec devant du monde, d'être entouré de personnes quand il y a une foule, etc. Donc il y en a différents types et je pense que on a tous et toutes à un moment des formes d'anxiété qui prennent le dessus. C'est juste que ça nous indique qu'il y a quelque chose qui joue pas et ça peut être plus relié au mouvement, plus relié en lien avec juste une relation, un grand groupe de personnes, etc. Donc pour moi il y en a toujours un petit peu d'anxiété et en particulier pour les personnes que je reçois en séance. Donc tu dirais que tu as quand même un bon grand nombre de personnes qui viennent avec des problématiques qui s'en rapprochent parce que ça reste, bon, on met l'étiquette avec ce mot-clé, mais ça reste une émotion finalement. Si on devait un peu la définir, l'anxiété, elle fait partie peut-être des palettes de signaux que le corps reçoit face à quelque chose qui se passe. Je sais pas si le terme émotion pour toi est bon pour définir l'anxiété. Ouais. Je dirais sensation. Après, je pense qu'on peut confondre aussi parfois. Et l'idée, c'est pas non plus d'étiqueter puis d'être sûr de quoi on parle. C'est que des fois, quand il y a des émotions, on va se dire, tiens, là, je suis peut-être un peu anxieux, anxieuse, alors que c'est peut-être une inquiétude, une peur, je ne sais quoi. Peu importe en soi, mais oui, il y a, même pour les personnes que je reçois qui ne mettent jamais le mot anxiété, moi, je pourrais percevoir effectivement qu'il y a une certaine anxiété mais c'est le système qui a du mal à anticiper, du coup, ou alors il anticipe trop, ou il y a des choses qui font que ça perturbe ça, et du coup, l'anxiété monte, et puis là, tu peux te faire submerger. Hmm. Mais voilà, qu'on l'appelle anxiété ou pas, c'est un signal, ça renseigne de quelque chose et c'est disponible pour tout le monde. Et heureusement que c'est là. Mais c'est juste qu'il ne faut pas que ce soit, comme pour d'autres signaux, plus important, que ça prenne la place sur juste le fait d'être là, sur le moment présent et d'être dans l'interaction. C'est ça. Est-ce que tu pourrais revenir sur toi personnellement, vu que on s'en fiche un peu de l'étiquette, mais tu as eu les sensations finalement, vu que tu pu faire un step back et te dire ok, j'ai pu vivre comme ça et analyser mon corps et voir comment je me suis senti, ça se traduisait comment dans ton corps et au niveau de ton système nerveux? C'était quoi les choses qui revenaient? Est-ce qu'il y avait des déclencheurs? Est-ce que tu as pu mettre un certain regard dessus? Comment tu as travaillé dessus aussi toi personnellement? Et c'est là où c'est intéressant, c'est que jusqu'à que je ne sois plus anxieux, du moins pas de façon trop importante, je le définissais pas comme ça. Donc c'est qu'avec le recul que je peux te dire, tiens, peut-être que c'était ça, qui les signaux en tout cas pour moi. Mais même sur cette période-là, je pense que j'étais assez déconnecté de mon corps. Et puis du coup, je ressentais pas l'anxiété. C'était là, mais ça, peut-être c'était plus les comportements qui étaient associés, plus que dans mon corps ce que ça me faisait vivre. En fait, il y avait un peu une dissociation. Et pour un peu éviter des choses qui pouvaient faire augmenter cette anxiété, j'allais adopter certains comportements. Mais pour autant, je pense que dès qu'il s'agissait de parler devant plus de monde, d'être aussi entouré de plus de monde, je pouvais avoir une transpiration un peu plus importante. Je me rappelle de ça. Comme si ouais, ma température corporelle augmentait de beaucoup. Qu'est-ce que je pouvais avoir comme sensation? Je pense que je me souviens d'autant de ça. Peut-être mon cœur aussi qui commençait à s'accélérer Ouais. dans certaines situations. Et puis sinon, le reste du temps, c'était plutôt déconnecté et dans l'évitement, un comportement d'évitement. Ok, Par exemple, tu vois, tout à l'heure, c'était d'éviter en fait l'interaction de peur que la personne me renvoie quelque chose en fait, c'est ok, pas OK. ok. Et parce que je pense que mon système nerveux était avec différents systèmes qui prenaient le dessus. Et du coup, je voulais surtout éviter l'interaction de peur que, je sais pas, parce que ça pourrait être un danger pour moi. Hmm. Et pour éviter ça, bah, je naviguais comme ça en permanence. Et il faut imaginer faire ça dans une ville, c'est assez compliqué. Oui, et c'est surtout que c'est des schémas qui se renforcent, j'imagine, avec le temps et qui amènent d'autres symptômes ou d'autres sensations. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu étais assez déconnecté de ton corps, tu as utilisé le terme dissociation.
Mais pourtant, tu es un grand pratiquant. C'est-à-dire, moi, de ce que j'ai connu de toi, c'est très rapidement, j'ai vu que tu t'intéressais à la respiration, cohérence cardiaque, planter les pieds dans la terre, se mettre un petit peu à la lumière du soleil, rythme circadien, tu vois, t'as quand même une casquette très homme cartésien scientifique, approche, tu vois, ancrée. Et c'est ça qui est cool pour ta clientèle. Et pourtant, avec un côté que tu me dis où tu te dissociais un peu de ce que tu ressentais. Est-ce que cette dissociation, à un moment donné, elle a stoppé et t'as pris plein de choses que tu avais mis sous le tapis dans la tête? Ou est-ce que elle s'est peut-être évacuée au fur et à mesure avec un peu plus de conscience et avec aussi les bonnes habitudes et les connaissances de ça? Alors déjà, il y a un peu deux versions de moi. C'est la version qui était anxieuse, la version qui était anxieuse, ou en tout cas la version passée. C'est pas celle qui faisait de la cohérence cardiaque, qui allait marcher pieds nus dans la terre et qui prenait la lumière du soleil. C'est ce qui est intéressant, je trouve, c'est que parce que pourquoi c'est venu, c'est qu'il y a eu une intégration du système nerveux qui fait que ça m'a posé. Et d'être dans cet état-là de plus calme, plus posé, c'est ça qui m'a fait aller trouver et apprécier le fait d'être plus en nature, en fait, plus prêter attention à mon corps et à ce dont il avait besoin et de tendre vers ces pratiques-là. La méditation, j'ai essayé un nombre de fois incalculable avant, c'était impossible. Je me forçais parce que je savais qu'il y avait peut-être un bénéfice à ça, mais Ouais. c'était impossible pour moi de ressentir vraiment ce qu'il y avait derrière et de toucher ce qu'il y avait derrière. Et là, maintenant, au-delà d'aller faire parce que c'est de la méditation, c'est que je suis poussé à aller dans cet état-là, de faire ce type de pratique-là, juste parce que ça va permettre à mon système de faire ce qu'il a à faire, en fait. Et même de trouver d'autres choses que je trouve pas ailleurs dans la méditation. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette intégration du système nerveux m'a ouvert cette porte d'aller prendre la lumière le matin, de faire la respiration, cohérence cardiaque, méditation, tout ce qu'on veut, contact avec la nature, mais parce que j'ai eu ce système-là. Ça n'a pas été dans l'autre sens. C'est pas ça qui m'a amené, c'est ce qui est intéressant. Et ce qui a pu du coup faire ce pont-là, bah, c'est vraiment avec l'intégration du système nerveux, notamment. Là, il y a quand même eu tu me parlais de toi, tu m'avais posé la question, est-ce qu'il y avait eu des déclics? Et je pense qu'il y en a eu un en particulier, c'est l'intégration pour moi ce qu'on appelle le réflexe de paralysie par la peur. J'avais énormément de théories dessus, j'en avais vu à travers différentes autres formations. On l'avait toujours testé un petit peu pour moi, ou en tout cas, semble-t-il qu'il n'y avait pas ce réflexe-là présent chez moi. Et puis jusqu'à qu'on me le teste différemment et que je puisse avoir l'intégration de ce réflexe-là. Et ça a été un sacré déclic. J'ai senti que derrière cette question de prendre ma place, j'ai pu effectivement plus la prendre. Il y avait beaucoup moins voire plus du tout ces comportements d'évitement. Bien sûr, il y a des choses qui sont du coup tellement ancrées que derrière elles nécessitent de revivre des situations dans lesquelles avant tu réagissais de cette manière-là, puis de te dire, ah, tiens, différent. Puis du coup, au fur et à mesure, tu te dis, en fait, c'était pas moi, je suis pas comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui poussait mon système nerveux à anticiper, à me mettre dans ces dispositions-là. Maintenant que c'est plus là, ok. En fait, moi aussi, je peux être comme ça, prendre ma place, être ici, être en interaction, proposer des choses, etc. Je sais pas si ça répond à ta question, mais il y a vraiment du coup cette partie anxiété, cette partie après où je suis allé trouver différents types de pratiques parce que mon système m'a un petit peu poussé dans cette voie-là. Et puis entre les deux, il y a eu l'intégration du système nerveux qui a complètement posé cette anxiété. Et c'est qu'après coup, une fois que j'étais intégré, je me suis dit, en fait, je suis quand même très différent maintenant. Qu'est-ce qui a fait ça? Et là, j'ai refait le fil et puis je me suis dit, ah ouais, en fait, c'était comme ça et c'est ce qui a permis de changer ça. Super intéressant. Ça m'amène un petit peu à peut-être te demander si tu te rappelles de ce déclic. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que tu étais quand même en recherche, tu t'informais, tu regardais c'était quoi les réflexes, tu avais limite envie de le vivre, en fait, mais tu n'y arrivais pas, jusqu'à un jour où ça s'est déclenché. C'était quoi cette séance? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu te rappelles? Ouais, c'est assez simple. C'est en fait l'approche à laquelle je suis formé aujourd'hui. J'avais une personne aussi qui était formée à ce moment-là, qui était sur le territoire français, avec qui on a fait un échange de séances. Donc j'ai pu, cette fois-là, parce que cette formation, je l'ai faite à distance. Du coup, c'était difficile aussi de pouvoir recevoir une séance de ce type-là. Donc là, on s'est retrouvé avec cette personne-là. Il y a eu un échange de séances. Et puis, du coup, elle m'a testé à ce moment-là mes réflexes archaïques, notamment ce réflexe de paralysie par la peur qui était effectivement présent. Puis elle a fait ce que permet cette formation-là,
elle m'a juste permis d'intégrer ce réflexe-là, permis à mon système d'intégrer ce réflexe-là en venant révéler ce qui venait contraindre et qui maintenait ce réflexe présent. Donc je ne sais pas exactement, il faudrait lui poser la question à ce moment-là, ce qui était l'intégration. Mais je me souviens bien, juste derrière, du coup, on devait enchaîner sur une séance avec elle. Et j'étais mais complètement dans le brouillard. J'étais la tête vraiment, vraiment dans le coltard. Et je lui dis, non, mais là, il faut que je prenne une pause. J'ai pris 2 heures, je crois, avant qu'on ait pu faire derrière la séance de son côté. Et voilà, c'est juste la sensation, c'est ça. C'est vraiment un gros, gros shift au niveau de mon système. C'est pas toujours comme ça. Parfois, pour avoir le retour maintenant à l'expérience, il n'y a pas toujours ce sensation de shift. Mais par contre, effectivement, il y a des choses qui changent au niveau du système. Et c'est à partir de ce moment-là, et puis après des semaines, des mois, où j'ai vu que je changeais un petit peu de position, de posture, de comportement aussi, je me suis dit, ouais, là, ça a été un gros truc. Ouais. Super intéressant, trop bien. Et ça, cette durée d'intégration, après, elle s'est engrangée sur plusieurs mois, c'est ça? Et après, t'as enchaîné avec ton propre chemin, t'as ajouté des pratiques. Est-ce que t'as refait des séances pour jalonner? Parce que ce que tu me dis aussi, c'est que ce réflexe-là, des fois, il peut partir en une fois et ça s'intègre et on laisse du temps et on vient poser peut-être les bonnes pratiques pour intégrer. Mais peut-être que des fois, le comportement est assez ancré, il peut revenir. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu besoin de refaire du coup une autre séance pour recevoir? Et il y a deux choses. Déjà, le réflexe en lui-même, une fois qu'il est intégré, en tout cas avec cette approche, on fait tout pour essayer d'aller toucher vraiment la couche la plus profonde de compensation du système qui fait que ce réflexe peut être maintenu. Donc la plupart du temps, une fois qu'il est intégré, il est intégré. J'ai même le recul là récemment, j'ai eu 2 personnes que j'avais eues en séance il y a 1 an et demi. Et donc une fois de plus, j'ai pu retester des choses qu'on avait fait donc il y a 1 an en arrière, notamment sur les réflexes. Tout était intégré. Donc on a pu aller plus loin, puis pour aller pour d'autres choses vis-à-vis de la problématique que ces personnes-là venaient interroger. Donc déjà, il y a ça. Effectivement, quand il y a eu un système qui est en permanence à anticiper vis-à-vis, par exemple, du réflexe de paralysie par la peur qui te met dans certaines dispositions, tu as des comportements qui sont associés à ça. Et parfois, même si le réflexe est intégré, donc que les comportements devraient s'ajuster par rapport à ça, il y a eu des croyances qui ont pu s'ancrer, une part de toi qui s'est dit, qui s'est définie à travers ces comportements-là. Et parfois, il est nécessaire du coup de venir décrocher ces croyances qui sont figées, ces parties de toi d'identité qui sont figées, pour mettre à jour ce comportement et pour que tes croyances soient à ce moment-là calées sur la réalité de ton corps, de ton système, qui n'est plus celle qu'elle a pu être jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a un petit peu de phases, et quand ça bouge pas, c'est qu'effectivement il reste des croyances, des parts de toi ou d'autres aspects. Hein. Là, je parle d'un réflexe, mais il y a bien entendu une, une infinité de choses qui peuvent être testées entre guillemets et qui peuvent participer à ça. Mais juste sur ce comportement-là, effectivement, il y a ce qui a pu déclencher pendant un temps, et si tu es resté longtemps dans cet état-là, bah, il y a somme toute peut-être des croyances, des identités, des choses que tu te rends compte à propos de toi-même qui te maintiennent peut-être dans cet état-là. Ouais. C'est c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça veut dire que ça vient ouvrir la voie à d'autres thérapies une fois que tu touches et que tu touches juste peut-être sur le problème grâce à la correction d'un réflexe archaïque. Et ce que j'entends, c'est que finalement, quelqu'un qui peut-être est resté pendant des années dans un système un petit peu déséquilibré, bah en fait, il crée aussi des patterns, des processus qui viennent rajouter, amplifier ce qui se passe. Et ça doit choquer en fait, ça doit choquer le corps parce que quand on enlève la grosse aiguille, le corps du coup, il se retrouve un peu comme ce que tu as vécu, complètement déboussolé. Mais il reste quelque chose, il reste l'identité. Ça, c'est un gros sujet et je pense que ça peut amener à, dans l'intégration, comment est-ce que je peux faire en sorte, enfin en tant que praticien, à ce que bah, il intègre aussi la partie mentale, que ce soit avec de la PNL, avec de la méditation de visualisation, avec un changement d'identité. Comment j'intègre la partie sensorielle avec peut-être de la respiration pour toujours essayer de solliciter le système nerveux parasympathique. Il y a plein de modalités. Toi qu'est-ce que tu as fait personnellement quand tu t'es fait bousculer? Ça a été quoi ton chemin et tes intégrations et tes pratiques si tu dois jalonner ce que tu as compris en cours de route? Mais c'était de mettre à jour cette trame mentale, effectivement, sur ses croyances et ses identités.
Pour moi, il y a vraiment peut-être eu trois, ouais, trois balises. Il y a eu cette intégration de ce réflexe-là et des autres réflexes. Donc l'intégration des réflexes archaïques et puis l'intégration derrière un peu plus poussée du système nerveux avec l'intégration sensorielle, d'autres aspects, anciennes blessures qui pouvaient jouer aussi, créer toujours un stress. Et puis, ce que je continue à faire, c'est cette trame mentale du coup autour des croyances et des identités. Et par des process, en fait, c'est des choses que je peux aussi proposer en séance, hein, qui sont des choses très importantes, parfois même plus importantes que d'autres aspects du système, purement du système nerveux. C'est mettre à jour, du coup, ces croyances pour décrocher des choses et pouvoir juste évoluer dans une réalité un peu différente. Moi, vois vraiment comme ça que ça vient former un peu une chape autour de toi, ces croyances-là. Parfois, tu as des problèmes, du coup, dans ce cercle-là dans lequel tu évolues, et de venir casser une croyance, et que ça va venir casser cette chape ici. Et en fait, dans cette nouvelle réalité, si on peut dire comme ça, dans cet espace un peu plus large, les problèmes, en fait, n'ont même plus lieu d'être. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin de trouver des réponses parce que ces problèmes étaient eux-mêmes en lien avec ces croyances et ces parts de nous qui pourraient être figées. Et du coup, c'est d'ouvrir ça. Donc vraiment ça, l'intégration des réflexes archaïques, intégration du système nerveux un peu plus poussé, puis c'est mise à jour des croyances et identités. Et là où la pratique, pour faire le lien avec ce que tu disais, effectivement, vient, c'est une fois que ton système s'autorégule mieux, parce que le système nerveux, c'est un système qui s'autorégule, c'est-à-dire que de lui-même, il va pouvoir te permettre de soit se réguler la hausse, avoir un état sympathique qui se met en route pour une raison qui peut être soit un stress, mais soit une activité physique, etc., ou quelque chose qui est bénéfique. Ou régulation à la baisse, aller dans le parasympathique, donc là où les choses se posent, là où l'état qui est nécessaire et propice à la digestion, au sommeil, à la récupération, etc. Donc ce système nerveux, il fait ça de lui-même. Et les pratiques, du coup, on parle de régulation du système nerveux, en fait, d'aller dans ces espaces-là, c'est juste que ça lui permet effectivement de faire son travail d'autorégulation. Si on est en permanence dans le rush, à vouloir être poussé par des choses, à vouloir atteindre des choses, etc., là, tu vas driver le système sympathique. Effectivement, il va moins avoir la possibilité de se réguler de lui-même. Si derrière, tu offres des espaces, comme je sais que c'est des choses que tu peux proposer, il y a la danse, le mouvement, la respiration, méditation, là, effectivement, il va pouvoir s'autoréguler. Puis quand tu vas repartir dans ce qui compte pour toi, dans ce que tu essaies de réaliser, effectivement, il va être de nouveau prêt et puis il aura eu son temps de régulation un peu plus dans peut-être le bras sympathique, si on oppose les deux. Ok. J'ai deux questions qui me viennent. Je commence par la première pour ne pas qu'on l'oublie. Tu m'as parlé d'un point d'importance sur le reparamétrage de ton identité, on va dire, sur le parcours d'intégration. Et je pense que c'est quelque chose qui reste en mouvement, hein. On peut constamment replonger en arrière, aller vers l'avant. C'est un jeu qui ne s'arrête pas. C'est pour ça qu'il est fascinant. Toi, t'avais une certaine identité et tu m'as dit la dernière fois que, c'est le moment de le développer, que mon comportement, ou du moins ma personne, mon énergie, t'avait challengé peut-être vis-à-vis de cette identité que t'avais. Est-ce que tu pourrais me donner le détail de ce qui s'est passé? Parce que je n'avais aucune idée, en tout cas de mon point de vue, qu'il y avait un quelconque trigger, ou enfin de mon point de vue, je n'avais rien fait pour chercher à te faire sentir d'une telle manière que tu pouvais te sentir. Bien sûr. Ouais, effectivement, ouais, on en avait touché deux mots la dernière fois. Et il faut savoir que quand on s'est rencontrés en fait pour la première fois et passé une semaine ensemble, je crois qu'on s'était jamais vu avant, ou alors très rapidement. Et je sens que c'était notre rencontre en fait sur cette retraite-là. Et je t'avais dit effectivement, je t'avais confié la dernière fois que ça m'avait ce que tu étais en fait, ce que tu représentais à ce moment-là, ce que tu dégageais, m'avait trigger, avait déclenché des choses. Mais ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est que moi, j'avais un peu de mal, selon les personnes, selon ce que ces personnes dégagent. Parfois, ça passe un peu moins. Et puis, mais toi particulièrement, il y avait quelque chose qui me heurtait. Mais sans savoir, moi, effectivement, je l'associais à tes comportements qui peut-être me disait, mais en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Pourquoi il prend cette disposition-là, cette place-là? C'était vraiment une question de ça, de place en fait. Et à ce moment-là, je pense au moment où on s'est rencontrés, j'avais déjà mis le pied dans la place que j'occupais, peut-être pas. Et toi, tu venais en fait me montrer, et ben, en fait,
que t'occuper la place que tu voulais occuper, que tu devais occuper, que je ne sais quoi, ce qui se jouait pour toi, en tout cas, de ce côté-là. Mais en tout cas, tu étais dans cette dimension-là que moi, j'avais vraiment du mal à incarner, voire même qui, j'avais pas encore pris la mesure que ce qui jouait pour moi. Mm. Et ça, je l'ai compris, ben, peut-être un an plus tard, il me semble, en revenant dessus, pareil, en continuant certaines choses. Je me suis dit, mais en fait, ISMA, ben, ça a déclenché cet aspect-là. Et ça s'est tout de suite posé, en fait. Et c'était pas toi derrière, c'était moi. Et c'est ce que je trouve fascinant. Et pour moi, c'est là où vient l'autonomie, une fois que tu as un système qui est plus intégré, etc. C'est que les situations, les rencontres, les personnes, au lieu qu'elles te fassent vivre quelque chose, dire, ah, en fait, il y a quelque chose qui joue pas là, ça parle de toi et tu te dis, ok, en fait, il y a un truc là, qu'est-ce que c'est? Et puis tu puisses avancer ça de ton côté seul en autonomie. Ou alors, si ça devient trop compliqué, et ça déclenche des choses qui sont beaucoup plus importantes, bah là, tu t'adresses à quelqu'un et tu peux continuer le travail. Mais pour moi, l'autonomie et d'avoir un système qui est posé, c'est pouvoir reconnaître aussi ces moments-là, ces situations-là, ces personnes, de se dire, ça parle de plus de moi que de la personne en elle-même. Mm. Et la personne n'est pas le problème, c'est juste ce qu'elle me fait vivre. Et c'était ouais, c'était intéressant, ouais, c'était intéressant. C'est super hein, que tu me le partages et je t'en remercie hein, parce que ouais, j'en avais aucune idée, mais c'est très intéressant avec le recul d'en parler parce que peut-être que t'étais pas, comme tu le dis, en place et à disposition pour le comprendre et me l'exprimer aussi à ce moment-là. Et puis certainement que moi, bah, j'avais pas non plus le recul et le discernement pour voir ce que ça pouvait créer chez toi. J'avais toujours une idée figée de Valentin, ce qui fait partie de toi aussi. Il est très, très calme, très posé, il est strong, il a l'air solide sur ses appuis, il fait des handstand push-up. On peut lui faire confiance, tu vois. Tu as toujours eu cette énergie naturelle de tronc solide, on peut lui faire confiance. Et c'est aussi pour ça hein, que j'ai accepté, je pense, de faire de passer sur le billard, de tester ce qu'on avait fait ensemble quand, euh, quand on avait pu faire la séance, parce que tu m'inspirais ça. Et en réalité, je fais facilement confiance aux personnes qui me donnent ce niveau d'expertise ou qui me mettent suffisamment bien. Donc en fait, tu as cette qualité naturelle. Et je pense que prendre ta place, du coup, ça devait être pas simple. Parce que je pense que c'est souvent ça qui se passe, ça crée un tiraillement à l'intérieur parce que tu sens que tu le fais naturellement, mais c'est pas encore toi. Mais c'est déjà là, mais c'est pas encore toi. Et donc du coup, ce que tu n'arrives pas encore à appliquer, bah, ça se reflète devant ta gueule en te disant, bah, en fait, regarde, c'est déjà là, tu peux le faire. C'est une action, à une action près. Et c'est des petites actions à chaque fois. Et ouais, non, ça m'intéresse, ça m'intrigue parce que du coup, j'imagine que t'as un an après, tu as eu le temps de laisser digérer le truc pour comprendre ce qui se jouait. T'as travaillé comment autour de cette notion du coup? Avec de la thérapie, psychothérapie, juste toi de l'introspection personnelle, comment tu t'y es pris? Non, à ce moment-là, je crois que c'était juste après ou juste avant, justement, que j'ai fait un suivi de quelques séances avec une personne qui avait différentes approches, différentes. Je crois qu'elle avait notamment une approche très énergétique, spirituelle, une approche psycho aussi un petit peu, psychothérapie, et aussi l'EFT. On a utilisé l'EFT. Et c'était effectivement sur cette question de cette dimension de prendre sa place. Et je crois que ça devait être vraiment, soit c'était juste après, tu vois, c'était peut-être le déclencheur qui m'a dit, ouais, peut-être qu'il faudrait que j'aille me faire accompagner et puis pour aller sur cette question-là. Ou alors c'était juste avant et du coup ça a été vraiment le fait de souligner encore plus ce que j'avais entamé comme démarche sur ce côté-là, sur ce point de vue-là, et que tu es venu souligner un petit peu plus, oui, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là et qu'il faut peut-être mettre au travail, aller questionner, puis pour dépasser, pour aller au-delà de ça. Et ouais. D'accord. Bon, c'est intéressant parce que dans le programme que j'ai construit, du coup, je t'en avais un peu parlé, mais la quatrième phase pour les élèves, qui s'appelle la phase d'intégration, hein, qui est la plus importante, je leur mets des exercices du coup de jeu de rôle avec de l'écoute empathique, de la sincérité radicale sur différents sujets et la notion de l'effet miroir. C'est des exercices que j'ai appris, que j'ai pratiqués dans différents workshops et j'ai vu qu'ils résonnaient avec moi. Euh, Parce que je suis très empathique, mine de rien, et quand on se rend compte de cette sensibilité-là, bah, il faut pouvoir travailler dessus parce que c'est quelque chose qui peut nous bouffer.
en vérité, si on n'a pas conscience de ce qui se joue. Et c'est là que j'ai capté ce que tu me dis, hein, qu'en fait on est à un certain niveau, quand on est en place, que notre système il est plus ou moins régulé, qu'il est capable d'absorber l'information, bah on se rend compte que l'information maintenant, elle nous est directement associée. Ce qui se passe autour de nous. On peut mettre tout plein de théories avec le champ électromagnétique, notre niveau vibratoire, l'information qu'on renvoie en tant qu'antenne. Dans tous les cas, ça fait écho et on a des comportements qu'il est nécessaire qu'on traite, en fait. C'est ça qui est intéressant. Je sais pas, est-ce que toi t'es branché sur tout ce qui est le champ lexical de la spiritualité? Parce que du coup, tout ce qu'on parle là, ça pourrait s'associer à ça. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de spirituel? Et encore une fois, je sais pas ce que ça voudrait dire. Ce sera avec tes mots. Euh, je dirais que oui, et peut-être de plus en plus, ou en tout cas j'ai une dimension que je vais moi associer au spirituel, mais qui est mienne, qui est propre. Et je suis allé un petit peu loin dans ce qui, à la fois d'aller faire des séances avec ce type de personnes qui font ce type d'accompagnement, sur ce que ça représente, sur où est-ce qu'on peut aller avec ça. Donc oui, je suis allé un petit peu de ce côté-là. Je suis allé assez loin et parce que j'ai pas trop de limites là-dessus. Je veux dire, je peux être assez naïf et me dire ok, qu'est-ce qu'il y a derrière et pour moi à chaque fois c'est un changement de réalité parce que quand tu vas avec ce type de personnes-là à l'opposé de personnes qui n'ont pas cette dimension-là spirituelle, c'est vraiment que tu es dans d'autres croyances et si tu es dans d'autres croyances, tu es dans une autre perception de la réalité totale. Et c'est ce que j'adore, pouvoir jongler, pouvoir passer de l'une à l'autre. Et pour avoir autant une pratique très physique, effectivement, très terre à terre, aller sur le côté spirituel, de l'un à l'autre, tu as vraiment des croyances qui sont différentes et du coup une perception de la réalité qui va être aussi associée à ça. Et c'est ce que j'adore. Et pour moi, oui, aujourd'hui, j'ai une dimension un peu spirituelle par rapport à vis-à-vis de ce que ça représente sur moi. Et j'aurais du mal peut-être à te le définir parce que c'est aussi très vivant et puis ça change au fur et à mesure. Mais ouais, ouais, je peux avoir cette dimension-là, ouais, tout à fait. Là, on vient clôturer une année. Alors, je sais pas si tu es à l'aise avec la numérologie, notamment, qui englobe un petit peu différentes manières d'interpréter les cycles et compagnie. On est sur une clôture de 9 ans, ce qui peut, si on y croit ou pas, encore une fois, il faut le ressentir, entraîner des changements, des cassures d'identité avec des choses qui reviennent à la surface. Moi, personnellement, en numérologie, je suis en année 1. Et tu vois, si on doit prendre cette manière de voir la vie ou ces croyances-là, je devrais, en 2025-2026, j'aurais dû redémarrer plein de choses. Et en réalité, je connaissais pas tout ça et j'ai redémarré plein de choses. Donc tu vois, parfois, c'est des biais cognitifs qui se font et ça vient appuyer ton envie d'aller plonger dans un truc ou pas. Mais en tout cas, en numérologie, on est sur un cycle de 9 ans qui se ferme. Toi, comment tu te sens par rapport à tout ça? Déjà, est-ce que tu connais la numérologie? Et est-ce que tu as la sensation que tu es en train de libérer quelque chose pour laisser de la place à quelque chose de plus nouveau pour 2026 du coup? Ouais, et j'avais effectivement conscience qu'on était sur une année 9. Je m'intéresse à ça, mais comme à plein d'autres choses, je pouvais te le dire juste avant, et c'est des choses qui, j'aime bien parce que pour moi, il y a plein de choses qui peuvent peut-être ne pas avoir de sens, et on peut en mettre du coup de différentes manières, notamment peut-être, pourquoi pas, avec la numérologie. Ce que j'aime bien ramener, c'est à l'instant. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce qu'on peut, c'est pour moi peut-être le petit frein que je mets vis-à-vis de tout ce qui touche à la spiritualité, mais aussi à d'autres approches, pas que la spiritualité d'ailleurs. C'est de se dire, en fait, il y a plein de choses à l'extérieur qu'on peut faire, peut-être que je dois faire pour me trouver, pour décrocher des anciennes croyances, sur du transgénérationnel, etc. Mais qu'est-ce que du coup ça ramène à moi? Qu'est-ce que je peux faire dans l'instant et qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Et par exemple sur le fait de décrocher des choses, de passer à défaire des anciens schémas, etc. Pour moi, qu'on soit en année 9 ou sur une autre année, si c'est ce que je dois faire dans l'instant, je le ferai. Et c'est toujours ramener à soi et pas du coup d'être dans. Et je peux aimer les guidances aussi, puis être guidé sur certaines choses qui sont intéressantes, mais pas perdre du coup son pouvoir là-dessus et puis de ramener à soi. Et à soi, qu'est-ce que du coup là en ce moment, où est-ce que tu te sens pas libre? Sur quel aspect tu te sens pas libre?
qu'est-ce que ça raconte de toi, de la situation, et comment tu peux faire pour, du coup, regagner ou redonner la liberté à cet endroit-là. D'accord. Oui, donc un peu cette notion de l'outil finalement est super puissant, mais qu'est-ce que je fais de cet outil-là qui m'est présenté? Ouais, c'est ça, ouais, ce serait vraiment de... Et j'ai tendance, même si tu vois, une personne me fait une anamnèse avec des douleurs, du stress, l'anxiété, etc., forcément, effectivement, la personne, ce qu'elle veut, c'est plus avoir ça. Ok, mais s'il y a plus ça, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que ça t'empêche de faire aujourd'hui? Ces différentes problématiques dont tu fais l'état ici. Et c'est vraiment ça, c'est de ramener, ok, ça je veux pas, c'est clair, là je suis là, je veux plus ça, mais qu'est-ce que je veux en fait? Vers quoi je veux tendre? Et du coup, ramener à ça et bien garder du coup quelque chose de très individuel et de très personnel. Et ça, c'est guidé par moi, c'est pas guidé par autre chose. Par contre, je peux me servir de ces différentes guidances, de ces différentes approches, différentes pratiques, ces différents sens pour me conduire là-dessus, puis me conduire sur le chemin, pour m'aiguiller, etc. Mais toujours ramener à soi et pas, du coup, manquer ce truc-là de la personne et là où elle se sent pas libre et là où elle veut aller. Ouais, c'est super important. Je pense que c'est un bon message qu'il faut faire passer, ça. Donc, tu avais raison de le souligner. Parfois, quand on se sent pas bien, je vais le dire avec ces termes-là, hein, ça peut être de plein de raisons, sensations, maladies, euh, douleurs, blessures et compagnie, rupture, quelle que soit la cause, on a l'impression qu'on perd notre puissance, qu'on est démuni et qu'on subit la situation, on subit la vie. Et c'est pas facile, hein, honnêtement, quand on est dans ces états-là, si on se sent seul et qu'on se sent démuni parce qu'on n'a pas d'outils. Et ça peut amener à des comportements déviants, du style, lui, je le prends pour mon guide parce qu'il me fait me sentir bien, il semble avoir la solution et on vient s'accrocher comme ça. J'ai eu un peu ces comportements-là, mais j'ai toujours essayé de rester un peu lucide et critique. C'est-à-dire qu'on m'a présenté des outils, je les ai explorés. Tu vois, j'ai fait beaucoup de respiration, de breathwork somatique, somato-émotionnel. J'ai vu que ça m'aidait à pleurer. Je ne savais pas pourquoi je pleurais, mais ça me permettait d'accéder à quelque chose de nouveau. Et je me sentais bien après ces séances-là. Je me sentais plus relâché. Je sentais que ça faisait un travail. J'étais pas capable de définir pourquoi. La méditation, ça m'a permis aussi, j'ai pratiqué différents types de méditation, de comprendre qu'on peut avoir un regard sur notre construction intérieure de notre schéma de pensée et de ce qui se joue en fait et comment ça communique avec le corps. Donc j'ai pu approfondir aussi avec un vipassana, tu vois. Le truc que je remarque, et ça pourrait être la question que je voulais te poser, hein, ça c'est moi mon interrogation, c'est que j'ai fait toutes ces pratiques-là dans un espace où je pense que, là avec le recul au moment où je te parle, mon système nerveux, de ce point de vue-là, était encore beaucoup trop en état d'alerte, parce que stress pas régulé, en voyage permanent, instabilité professionnelle, enfin tous les socles de la vie ne me permettaient pas de me sentir safe, plus plein d'autres petites choses qui venaient me piquer. Et j'ai fait des expériences très intenses. Tu vois, un Vipassana, c'est 10 jours où tu t'assois, tu fais que méditer. Donc ça vient vraiment travailler sur des couches profondes. Et en fait, j'ai eu la sensation, déjà, je suis tombé malade. Tu vois, le corps, il a parlé avant et aussi après. Et ça a réveillé plein de traumas et des questionnements en moi que j'avais même pas besoin de me poser à la base. Et j'en paye un peu les pots cassés aujourd'hui parce que je me rends compte qu'en fait, il n'y avait pas de problème à la base et je suis allé peut-être tirer un peu trop la corde avec un système qui n'était pas capable de recevoir toute cette information. Et la question que je voudrais te poser, c'est dans quel ordre, selon toi, il faudrait aborder tout ça? Quelle est la priorité? Est-ce qu'il faudrait, dans un premier temps, peut-être venir faire une ou deux séances avec un praticien comme toi et toucher le root cause pour ensuite faire en sorte d'intégrer comme il faut et de mettre les pratiques qui nous parlent, hein, respiration, méditation, mouvement? Ou est-ce que ces pratiques-là peuvent être déjà intégrées, mais j'ai la sensation qu'on peut faire ces pratiques-là pendant des années sans avoir réellement de changement et juste corriger les symptômes, mais pas du coup la cause profonde. Ouais, je pense que... Alors déjà, j'imagine que c'est des pratiques de groupe, ce que tu as pu faire. Vipassana, c'est tu médites seul, mais tu es avec 50 méditants, donc c'est on va dire en groupe. Breathwork, j'en ai fait, c'était majoritairement en groupe. Ouais, la majorité, hein, même les workshops de danse, tu vois, c'est ce que j'enseigne maintenant. Tout ça, c'était en groupe, mais je le pratique personnellement, c'est-à-dire je l'ai poussé, je l'ai intégré, j'ai essayé d'aller loin. Mais ma question de base, c'est que je l'ai fait dans un espace,
je pense, où c'était trop instable, où il y avait beaucoup de stress autour de moi, en moi, et donc du coup, le système était fragile, et je pense qu'il n'était pas en mesure de recevoir l'information comme il faut. Donc j'ai l'impression, hein, avec le recul, que ça l'a encore plus fragilisé, ce qui fait que bah, j'ai la sensation que j'ai un système qui est encore en vigilance, tu vois, en hyper-vigilance, la majorité du temps. Ouais. Mais je vais pas te parler de ce que je connais pas donc sur les autres pratiques. Je peux te parler de celles que moi avec lesquelles j'accompagne. L'idée on peut déjà voir, c'est comme s'il y avait trois phases au niveau du système nerveux dans lequel il peut se trouver. On a la phase où on est un peu plutôt somme toute bien, c'est un certain bien-être. Et puis très vite on peut être dans cette phase de résistance. On est tous et toutes régulièrement dans cette phase de résistance et on est fait pour ça, on est fait pour compenser. C'est juste qu'il y a une flexibilité du système à ce moment-là. Donc, on peut être en résistance, puis revenir bien-être, résistance, bien-être. Et on oscille un petit peu toute la vie peut-être dans cette phase-là. Si on reste trop longtemps en phase de résistance ou si on continue d'accumuler en étant dans cette phase de résistance, on va rentrer dans une phase un petit peu d'alarme. Phase d'alarme, c'est là où il y a des signaux du corps, du système nerveux qui va nous avertir qu'il y a en arrière-plan, il y a quelque chose qui ne joue pas. Ça peut être, du coup, on en parlait, l'anxiété, ça peut être des tensions, une hypervigilance, etc. Tous les symptômes, des vertiges, pourquoi pas. Donc là, on est dans la zone d'alarme, il y a des choses qui jouent pas, du coup, il y a un signal assez fort qui est envoyé. Pareil, si on fait ce qu'il faut, ou alors si on a des phases où on redescend un petit peu, on va revenir dans la phase de résistance. Et puis on peut peut-être osciller ici, des symptômes qui vont apparaître parfois, puis d'autres qui vont se calmer. Ça va être accentué par dès qu'il y a un peu de plus de stress, de fatigue. Mais quand il n'y a pas ça, quand on est en vacances ou ce genre de choses, on revient dans cette zone de résistance où c'est silencieux. Il y a la résistance, mais c'est silencieux. Si on est dans la zone d'alarme et qu'on continue avec des choses qui se passent, si on continue à être à courir après des choses, etc., là, on va au fur et à mesure rentrer dans remplir cette zone d'alarme et arriver en une phase où on peut appeler par exemple le burn-out, où vraiment le système il dit stop, il y en a trop, et là, tu es forcé, que tu le veuilles ou non, de stopper. Pour du coup revenir à une phase un peu plus douce. Et puis, dans ce cas-là, si tu es dans cette dimension-là, effectivement, faut commencer par, par exemple avec cette approche-là, réguler le système nerveux, lui redonner de la flexibilité, donc réduire le nombre de compensations qui sont accumulées au fur et à mesure pour revenir à une zone un peu plus acceptable. Et pour ça, donc, par exemple, pour les séances, les premières séances sont vraiment dédiées pour redonner de la flexibilité au système nerveux. Donc, on parle toujours du système sympathique et parasympathique, ce qui est très juste, mais c'est pas on est dans l'un ou dans l'autre. C'est vraiment un continuum et on va être sur une balance ici. Plus longtemps vers la zone peut-être d'alarme, plus longtemps à être du côté du sympathique et du coup à être coupé un peu du côté parasympathique et le continuum va tendre ici. Il va être un petit peu réduit, on va être plus facilement et plus rapidement et plus longtemps dans le système sympathique. Et le système nerveux aura beaucoup plus de mal à revenir au parasympathique. Et du coup, les premières séances sont dédiées à identifier les compensations les plus importantes, les intégrer pour que le système puisse retrouver cette flexibilité et cette possibilité de s'auto-réguler, passer du système sympathique au parasympathique. Et après, d'aller plus loin. Donc ouais, ce serait vraiment de redonner de la flexibilité au niveau du système en identifiant les compensations les plus importantes, en les intégrant, pour ensuite après repartir sur une base un peu plus stable. Ça m'amène à te poser la question, est-ce que ça t'arrive, vu que toi tu fais aussi de la respiration, par exemple, qui est un super outil, une super modalité pour diriger le système vers ses différentes branches, vers ses états. La méditation, tu as essayé, tu m'as dit, c'est peut-être pas quelque chose que tu as poussé, mais qui pareil, que tu aimerais aller chercher un peu plus loin. Tu fais le mouvement aussi. Est-ce que ça arrive à que tu donnes des exercices à tes clients pour jalonner les séances, pour leur permettre, par exemple, je sais pas, il y a une compensation qui était très forte que tu as réussi à retirer en séance, et la personne, elle est déjà pratiquante, et peut-être ça faisait 3 ans qu'elle faisait du yoga, qu'elle connaît tous les pranayamas, mais pourtant, elle avait un truc qu'elle n'arrivait pas à régler. Parce que ça arrive chez beaucoup de gens, finalement, ils connaissent plein de modalités, ils en ont accumulé un paquet, mais pourtant le système continue d'être dans ces phases-là un petit peu trop intensives. Comment avec le savoir que tu as, comment tu jauges les personnes que tu as en face de toi? Qu'est-ce que tu leur donnes quand ils ont peut-être du travail à faire à la maison pour que ça ait peut-être encore plus d'impact et que ça les aide à bien intégrer? Il y aura deux types d'exercices, grossièrement.
et l'exercice qui découle directement des intégrations qui sont faites. Par exemple, imaginons on travaille sur le système vestibulaire, donc sur l'oreille interne, ou sur d'autres intégrations sensorielles. Une fois que l'intégration se fait mieux, on va demander à la personne de stimuler spécifiquement ce sens-là juste pour donner un petit peu de stabilité au système qu'il a peut-être pas utilisé avant parce qu'il y avait un stress, peu utilisé, ou alors pour recréer un équilibre avec un autre système. Donc dans ce cas-là, il y a l'exercice qui découle de la correction. Et sinon, il y a des exercices, effectivement, peut-être que la personne n'a pas dans sa pratique personnelle et qui sont vraiment importants au quotidien. Donc ça peut être de la respiration, ça peut être, pourquoi pas de la méditation, mais souvent c'est pas ce qui vient en premier parce que ça demande quand même une certaine capacité pour le système de se poser, d'être dans un certain calme, etc. Et ouais, donc mouvement, respiration, ce type d'exercice. Mais je crois que c'est ce que tu utilises toi dans ce que tu vas proposer, c'est exactement ce type d'exercice-là. Pour derrière, une fois que le système a la capacité juste lui redonner cette possibilité-là. Et quand tu le stimules de cette manière-là, vu qu'à côté on sait que se mettre dans des états un petit peu de stress, etc., ça les gens savent le faire indirectement parce que le quotidien peut être plus branché sur cette branche-là. Et donc, dans ce cas-là, de ramener des exercices qui vont permettre au système de s'autoréguler parce qu'ils vont être dans des dimensions un peu plus calmes, peut-être un peu plus connectées avec le corps, le mouvement. Et ouais. D'accord. Donc ça te permet de bien aiguiller en fonction de ce qu'elle a besoin. De toute façon, hein, c'est très personnalisé. Et on en revient souvent aux mêmes pratiques, hein. En vrai, on a beau dire, on n'a rien réinventé. La respiration, ça fait des millénaires. Moi, ce que je propose, c'est juste un angle qui est le mien. Toi, tu t'es formé, mais tu proposes aussi un angle qui est le tien. Donc, on enseigne ce que l'on est. C'est ce que j'ai appris à la fac de sport pour devenir prof. On enseigne ce que l'on est, avant tout. Est-ce qu'on pourrait aller dans la partie très spécifique, on a un peu plus d'une heure, pour grossièrement peut-être expliquer, alors on sait plus ou moins avec les questions que je t'ai posées comment va se passer une séance, ce à quoi elle vise, les thématiques et les problématiques que ça peut résoudre, mais le cœur quand même de ton travail en neurofonctionnel, c'est cette notion de réflexe archaïque qu'on a abordé au début. Est-ce que tu pourrais nous expliquer du mieux que tu peux avec tes mots pour qu'on puisse comprendre ce que c'est finalement, ces réflexes? Alors, les réflexes vont être une partie peut-être la partie la plus importante au départ, mais c'est pas la seule. Ça se résume pas à ça. Mais effectivement, les réflexes sont intéressants pour peut-être expliquer comment un petit peu plus comment le système se régule, s'autorégule, et comment ces réflexes vont venir un petit peu court-circuiter cette autorégulation. On pourrait prendre en 3 étapes. Le système nerveux, donc en permanence, je crois que j'en parlais un petit peu plus tôt, va percevoir des informations, à la fois des informations internes, du coup du corps, de plein de récepteurs différents, des informations grâce au sens extérieur, donc là la lumière, le son, tout ça, pourquoi pas l'olfactif. Tous ces sens-là, toutes ces informations vont être arrivées au système nerveux et il va interpréter ça avec ces différents voies de communication, ces différents systèmes. Et de cette interprétation, il va proposer un certain état, un mouvement plutôt sans douleur, un mouvement avec des tensions. Il va faire monter un niveau d'anxiété ou il va rester dans un état plutôt calme. Et donc c'est en 3 phases, donc des signaux, une interprétation et puis un résultat. Les réflexes archaïques, ils vont venir un petit peu contraindre l'interprétation. C'est-à-dire que s'ils sont présents, ils vont forcer le système à interpréter toujours de la même manière des informations qui lui parviennent. Si je reviens au réflexe de paralysie par la peur, chaque information sensorielle qui peut être visuelle, auditive ou tactile va être perçue de façon beaucoup plus importante, elle va être suraccentuée par rapport à ce qu'elle est vraiment. C'est comme si le système, il allait percevoir chaque stimulation comme étant un danger vraiment danger de vie ou de mort pour lui, et du coup, il va réagir en conséquence. Cette conséquence, pour ce réflexe-là, c'est une paralysie, une dissociation, un freeze du système, un shutdown, qui fait que, du coup, ça va se manifester à chaque fois qu'il y a ce type de stimulation qui parviennent. Donc, c'est en permanence, c'est accentué quand tu vas être, du coup, avec d'autres personnes, parce que, du coup, tu peux pas anticiper ce que ces personnes vont faire, s'il va y avoir du mouvement, etc. Donc, tu vas avoir tendance à faire
à te reclure, à te replier, à éviter les interactions sociales parce qu'elles peuvent être source de stimulation que ton système n'aura pas la capacité de traiter ou encore qui va traiter de façon beaucoup plus importante qu'elles ne sont vraiment. Donc, tu vas essayer d'éviter et tu vas avoir des comportements qui vont s'adapter, qui vont se caler sur ces réflexes-là. Les réflexes, il y en a plein. Là, je parle du peut-être un des plus importants, mais il y en a d'autres. C'est vraiment ça. Ils vont contraindre en fait l'interprétation du système nerveux à répondre de façon à se caler sur l'état, sur le schéma du réflexe-là. D'accord. Après, on pourra aller plus loin sur les réflexes archaïques, des choses, des réactions qui sont tout à fait normales, je veux dire, qui font partie de notre développement. Ils sont là avant la naissance et puis jusqu'à environ 3 ans. Ils mettent les jalons de notre stabilité émotionnelle, physique, motrice et cognitive. Et que si effectivement ces réflexes, du coup, sont encore présents alors qu'ils devraient plus l'être, ils vont venir perturber ces trois sphères motrices, cognitives et émotionnelles. Ok, il y en a combien des réflexes? C'est une bonne question. Il me semble qu'il y en a plus de 70, à ma connaissance en tout cas. Ouais. Ça fait un paquet de réflexes qui peuvent repop-up. Et à mon avis, la société dans laquelle on vit à l'heure d'aujourd'hui, elle, euh, elle fait en sorte aussi que ces réflexes-là, on n'arrive pas à les inhiber correctement parce qu'on est trop stressé aussi d'une manière générale. Ça pourrait être tout un sujet, mais la relation du système nerveux au stress, ça fait écho directement à notre mode de vie. Et peut-être que tu pourras en parler dans la partie clôture sur comment toi tu vis aujourd'hui avec toutes les connaissances que tu as, les choix, les décisions que tu prends au quotidien pour soutenir ton système nerveux. Alors, ça peut être ton choix d'habiter en campagne, hein, tu l'as pas dit, mais on voit dans ta maison, il y a des petits bouquins, tu es plutôt à la cool, proche de la nature. En fait, ça finit par revenir vers des choses très simples. Et c'est ce que j'aimais chez ton formateur dans les 3 séries de vidéos qu'il a mis. Je les ai regardées un petit peu avant. Il disait que on a mélangé simplicité et complexité sur plein de points. On a fait des choses simples, quelque chose de complexe, et les choses complexes, on essaie de les simplifier. L'être humain qui est trop complexe, je crois que c'est ce qu'il disait, on essaie de le généraliser, de le simplifier. C'est le nerf vague, c'est sur ça qu'il faut bosser, alors qu'en fait c'est systémique, c'est holistique. Et les choses, pareil dans l'autre sens. Ce qui est compliqué, ce qui est simple, on a tendance à le complexifier. Vivre sainement dans un bon mode de vie, finalement, c'est des décisions très simples. C'est manger correctement, se réveiller aux mêmes heures, s'exposer à la lumière du soleil, euh, être dans la nature. C'est des choses simples, mais on en a fait avec la ville, avec notre mode de vie à fond, des choses très complexes. J'ai pas vraiment de questions, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais. Peut-être tu peux, toi, rebondir. Est-ce que ça t'inspire quelque chose ce que je viens de partager? Ouais, tout à fait. Ça me fait penser à aujourd'hui. Alors, je sais pas si je vais directement sur ce que tu estimais être la conclusion, mais pour moi aujourd'hui, tout ça. Donc, il y a effectivement l'environnement, il y a la façon dont on va relationner, les façons dont on va vivre, ce qu'on va manger, ce à quoi on va s'exposer. Au centre, au socle, il y a vraiment notre niveau de satisfaction. Et aujourd'hui, il y a une distorsion qui est assez importante entre ce niveau de satisfaction, parce que sur ce niveau de satisfaction, parce qu'il va être euh, pris par tout ce qu'on nous sert et toutes les injonctions qu'on va nous servir. C'est-à-dire qu'en permanence, pour moi, pour être bien aujourd'hui, pour se sentir bien peut-être, il faut que ton niveau de satisfaction puisse être rempli. Mais il est en complète distorsion en permanence parce qu'il suffit d'allumer les réseaux sociaux et te dire, mince, c'est vrai que je réponds pas ça, ou je fais pas ça, ou peut-être je devrais faire ça. T'as des injonctions qui sont en permanence sur les réseaux. Il y a des infos qui sont très bonnes et puis ça reste un outil formidable s'il est bien utilisé, mais ton cerveau est baigné d'un surplus de stimulation, d'un surplus d'infos qui fait que ton niveau de satisfaction va être beaucoup plus dur à atteindre. En tout cas, si tu te fais happer par ça. Et on sait qu'aujourd'hui, ce niveau de satisfaction est vraiment important. Tu en parlais tout à l'heure de l'épigénétique. Et si je suis en permanence en me dire, en fait, je peux jamais l'atteindre et je suis toujours après courir quelque chose, ça va être très dur de se poser, d'avoir un système nerveux aussi qui peut se poser, etc. Donc, au-delà de ce que je fais, ça dépend aussi de mes croyances et que si ça rentre dans mon niveau de satisfaction. Et c'est pour ça que parfois,
une personne qui a pas toutes ses croyances, pas toutes ses connaissances, mais qui, là où elle évolue, son niveau de satisfaction est beaucoup plus rempli que le mien, bah, peut-être que je vais pas aller lui briser certaines de ses croyances pour que derrière, en fait, face à cette nouvelle info auquel elle peut pas répondre tout de suite, eh ben, ça va jouer sur son niveau de satisfaction et du coup, ça va baisser, bah, peut-être son bonheur ou je ne sais quoi, ce qu'elle met derrière. Mais ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important, à la fois sur les personnes qu'on rencontre, de pas, du coup, briser des croyances s'il y en a, et puis de vraiment pouvoir trouver son niveau de satisfaction personnelle. Et je sais que le mien, j'en faisais l'autre fois, je regardais ce que j'avais fait sur 3 week-ends. Il y avait un week-end où j'étais allé courir un semi-marathon. Un week-end, j'avais passé dans une association de jeux de société à jouer à des jeux sur tout le samedi. Et le dimanche suivant, je participais à un atelier sur l'enfant intérieur. Et ça, pour moi, ça remplit mon niveau de satisfaction. Mais c'est très personnel. Tu vois, je l'ai pas trouvé, on m'a pas dit, il faut. Et ça, plus tu te connais, plus ton système est intégré, plus tu vas trouver tes réponses, qui tu es, etc. Plus tu avances là-dessus, et plus ton niveau de satisfaction, tu vas du coup l'identifier à toi et à certaines choses. Mais ça, il y a que moi du coup qui peut y répondre. Et moins tu es là-dedans, plus du coup tu es pris dans ce qui se passe à l'extérieur, plus ça crée une distorsion et plus tu t'en écartes, plus c'est dur d'y répondre. Et c'est là où je pense que c'est difficile derrière. Ouais, tu as tout à fait raison, hein. C'est une bonne manière de voir les choses, le niveau de satisfaction. Moi, ça me fait penser à ce schéma de la pyramide de Maslow, avec les besoins fondamentaux que l'être humain nécessite. Peut-être pour aller sur cette dernière partie, pour clôturer doucement, on va essayer de donner des billes, des petites clés sur ce sujet-là, sur le système nerveux, pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais nous partager, selon toi, ce serait quoi le terrain fertile d'un système nerveux qui fonctionne correctement? Ce serait quoi les piliers auxquels on devrait faire attention et comment on peut les maintenir, si je puis dire, solides dans nos vies? Ouais. Je te répondrai facilement que ça dépendra de ton niveau de satisfaction et du coup que il faut se référer à ça. Mais euh, au-delà de ça, plutôt donc des pratiques concrètes à faire au quotidien, par exemple. C'est ça ta question? Alors, ça peut aller sur des pratiques ou des modalités que toi t'affectionnes, hein, que tu as vu qui avaient un impact que tu recommanderais à ta patientèle. Mais ça peut être aussi des choses que toi, sur ton odyssée personnelle, sur ton chemin, tu as vu qu'elles étaient bénéfiques. Je te parle peut-être du mode de vie, même si ça dépend du niveau de satisfaction, de manière générale, l'humain, quand il est au contact de la nature, il a plus tendance à un petit peu plus s'ouvrir et à libérer des choses. Tu vois, c'est quelque chose qui est en nous. C'est pas personnel, c'est pas individuel, c'est collectif. On va tous le ressentir. Tu vois, des petites clés comme ça qui seraient des terrains d'exploration peut-être pour les gens qui pourraient se dire ah ok bon j'ai écouté le podcast, Valentin, Ismaël ils ont parlé du système nerveux, ok génial. Mais qu'est-ce que je fais pour aller expérimenter ça pour moi? Est-ce que je me prends un week-end en nature? Est-ce que je vais essayer un peu la respiration? Est-ce que je m'essaie un petit peu à des formes de méditation? Est-ce que je vais faire du mouvement? Ça va dépendre de chacun de ce qui les appelle, forcément. Mais là, je te pose la question à toi. Qu'est-ce que tu les inviterais à faire? Qu'est-ce que je les inviterais à faire? C'est une très bonne question. Je pense que ce rapport à, comme tu disais, de la nature, ou en tout cas d'être plus en lien sur ce rythme-là, aujourd'hui, notre système de manière générale, il fonctionne sur un rythme. On a sur différents rythmes. Il y a un rythme qui est plus connu, c'est le rythme circadien, un rythme biologique de 24 heures, qui fait que le cerveau, en fait, comme nous, on s'est donné rendez-vous pour ce podcast-là, le cerveau, pareil, il a des heures auxquelles il va déclencher des choses, notamment des libérations d'hormones, etc. Et ce système-là fonctionne sur la lumière. C'est-à-dire que si je prends mon téléphone, que je regarde qu'il est 22 heures, la partie de mon cerveau qui me permet d'avoir l'information qu'il est 22 heures, la partie, elle, qui s'occupe de cette horloge biologique-là, ce qu'elle va percevoir, c'est seulement la lumière. Donc, pour ça, je pense que c'est un bon début, ce serait de retrouver ces cycles-là de veille-sommeil et d'aller du coup s'exposer le matin à la lumière naturelle, le soir de couper un maximum les plafonniers
Et puis, les écrans, au mieux, ou sinon d'avoir des lunettes qui permettent de filtrer la lumière bleue, juste pour qu'au fur et à mesure, ce rythme-là biologique retrouve son rythme et soit calé. Sinon, au fur et à mesure, c'est comme si on changeait de fuseau horaire en permanence, il va être décalé, ce qui fait que ça va engranger tout un tas de difficultés, qu'au niveau du sommeil, ça va être plus compliqué, etc. Donc déjà, se recaler sur ce rythme-là, d'aller explorer, voir de quoi il s'agit sur le rythme circadien, quelles sont les bonnes pratiques, donc lumière dans l'heure qui suit le lever, le soir, pourquoi pas de s'y exposer aussi, puis une fois que le soleil est couché, d'éteindre les plafonniers, d'être sur une lumière tamisée, d'avoir peu de luminosité, de couper les écrans et la lumière bleue. La lumière bleue n'est pas un problème, elle l'est seulement quand le soleil est couché. Donc voilà, ce serait peut-être ça, d'aller explorer ce rythme-là. C'est un rythme, il y en a plein d'autres, mais on est vraiment calé et déterminé sur ces rythmes-là, les rythmes du vivant, qui sont aujourd'hui aussi en distorsion. Et si on peut déjà retrouver de la cohérence à ce niveau-là, ça peut amener déjà un système nerveux qui sait l'heure qu'il est, il sait ce qu'il doit faire, et il aura plus de facilité aussi à nous permettre de nous réguler au quotidien. Donc c'est ça, puis après c'est aller en communauté, partager des choses avec des personnes des choses qui nous font envie, pour pareil trouver ce niveau de satisfaction. Mais en dehors de ça, d'un truc purement peut-être physiologique au niveau du système nerveux, ce serait ça, c'est ce cycle en lien avec la lumière naturelle. D'accord, super. Donc le cycle se rattacher plus profondément au cycle du vivant, au rythme naturel, ces 24 heures-là, et ça va donner l'élan petit à petit à un rééquilibre en fait hein, de ce que le corps fait naturellement qui, euh, qui est perturbé par nos modes de vie. Ok, bon, je pense que les gens ils peuvent en faire leur conclusion sur comment faire ça. Moi je sais, et peut-être une question que je pourrais te poser vis-à-vis de ça, c'est que j'ai eu beaucoup de problématiques et j'en ai encore sur les troubles du sommeil. Moi je sais que les phases où j'ai eu, du coup maintenant je viens de l'apprendre, un système nerveux en suractivation, dans le sympathique à gogo, donc avec du stress, avec du travail, notamment en vivant à Paris, en pensant avec énormément de charge mentale, à lancer des projets, à faire du sport aussi intensif, en fait, je me suis retrouvé dans des phases d'insomnie profonde pendant des jours, voire des mois, qui m'ont fait amener à des symptômes corporels encore plus poussés, qui sont des séquelles que j'ai encore aujourd'hui, parce que j'imagine qu'un système nerveux, ça prend du temps aussi à se réinitialiser, à intégrer. Toi, est-ce que tu dors bien à l'heure d'aujourd'hui? Carrément, ouais, ouais. Je dors très bien. Je dors très bien. Et les dernières choses qui ont pu encore améliorer mon sommeil, c'est vraiment le soir, je peux aussi aimer regarder une série, je peux aussi aimer travailler parfois sur des trucs. Donc j'ai des lunettes qui coupent la lumière bleue, qui vont m'en détacher. J'ai un masque de nuit que je peux mettre parfois. Parfois je dors, il y a de la lumière un peu du jour et je veille de dormir dans un espace qui est vraiment où je vois la nuit, où c'est sombre, très sombre. Donc dans ce cas-là, je peux mettre un masque de nuit, d'avoir aussi une pièce fraîche. Il faut que la température baisse d'1 degré. C'est des petits trucs. Et l'autre chose aussi qui m'a peut-être un peu surpris parce que j'avais peu de connaissances et je continue à creuser ça, c'est avec les ondes électromagnétiques. Quand je suis arrivé là où je suis, j'avais pas d'internet. Du coup, voilà, je dormais comme je dormais. Et puis j'ai fait installer internet. Et à un moment, je me suis dit tiens, mais mon sommeil est un peu différent. Et puis j'ai fait le feedback. Et une semaine, 2 semaines avant, j'avais fait installer la Wi-Fi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des plages horaires pour qu'elle se coupe à un certain moment. Et j'ai retrouvé le sommeil que j'avais. C'est pas que je dormais plus, mais c'est que je dormais moins bien. Voilà, ça peut être un truc aussi à couper. Téléphone coupé, Wi-Fi coupé. Et ouais, donc oui, je dors bien, ouais. J'ai la chance, enfin, en tout cas, je dors bien et ça m'arrive parfois de moins bien dormir. Et dans ce cas-là, je me rends compte à quel point c'est important de passer une bonne nuit de sommeil. Ouais, totalement. Totalement. Et donc, du coup, le sommeil est en directe liaison avec un système nerveux, avec notre système nerveux aussi. Donc, c'est super. On a pu explorer plein de choses. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller plus loin sur cette vidéo sur les réflexes archaïques, hein. Ce serait office d'une vidéo spécialisée sur voilà, comment fonctionne le système nerveux, quelles sont les spécificités de cette pratique. Là, j'imagine, enfin j'espère, hein, tu peux peut-être rajouter quelque chose si on n'a pas parlé, mais on a couvert plus ou moins la globalité de comment fonctionne ton travail, de à quoi ça touche, comment on y touche, comment on vient réguler aussi tout ça et l'intégrer. Donc on a donné quelques clés. La clé principale pour toi, c'est se reconnecter au rythme du vivant, ce qui pour moi est que je partage aussi.
La seule nuance que je pourrais rajouter pour les personnes qui nous écoutent, hein, je le constate, c'est que quand on vit dans des états de stress chronique, d'anxiété chronique et qu'on a un système qui est complètement dérégulé, ces petits conseils, même s'ils sont très bien, c'est un petit peu comme si on touchait pas à la racine du problème. Parfois, il vaut mieux totalement changer d'environnement et travailler sur de la respiration et diminuer le niveau de stress, tout faire pour diminuer le niveau de stress, plutôt que juste mettre des lunettes pour lumière bleue. Parce que ça, pour moi, c'est hyper important, mais quand je fais des grosses insomnies, par exemple, ce qui m'aide vraiment, c'est d'activer de manière parasympathique ma respiration. Parce qu'en fait, je vais. Ou alors de faire en sorte que mon environnement et ma charge de stress la fassent diminuer, que j'arrive pas au lit à 22 heures complètement activé, à ruminer, à avoir une grosse charge mentale. Moi, je le vois comme ça. Et dernière question, peut-être. Un système nerveux qui a été trop soutenu et qui potentiellement est passé par toi. Il a pu travailler avec des régulations et il est en phase d'intégration. Combien de temps ça peut prendre, de manière grossière, hein, ça doit dépendre des gens, hein, mais à ce que ton système il puisse au fur et à mesure venir se reset, se rééquilibrer, si c'est bien fait, si la personne elle y met son intention, qu'elle travaille aussi sur la couche des croyances, qu'elle fait, on va dire, tout le travail global, systémique, ça peut prendre quelle durée? Ah, c'est une question impossible à répondre. Je reviens juste rapidement sur les lunettes parce que je pense que c'est important. Par exemple, les lunettes que tu as, peut-être que on t'a vendu comme ça d'avoir des filtres bleus, mais ça, c'en est pas vraiment. Ça, c'est des filtres qui vont pas filtrer tout le spectre de la lumière bleue. Celles qui filtrent, tu verras, les verts, ils sont vraiment orange. Et là, ça filtre vraiment. Et je vois ça et je pourrais te renvoyer sur quelqu'un qui l'explique bien mieux que moi, qui est à l'origine aussi des quelques connaissances que j'ai sur le sujet. Mais ça va filtrer peut-être une partie du filtre du spectre visible, mais aussi tout le spectre invisible. Et c'est presque même plus délétère parce que ça, tu les as en permanence. Et nous, ce qu'on veut, c'est filtrer la lumière bleue une fois que le soleil est couché. Et du coup, vraiment, c'est très différent. Et voilà, c'était juste pour préciser ça. Et pour ta question sur combien de temps, alors ça dépend tellement. Ça dépend tellement. Et j'avais tendance pendant un temps à remettre, à dire en une séance, voilà ce que ça donne, en 2 séances. Ça peut aller très vite. Parce que vraiment, les changements et les intégrations vont à la vitesse du système nerveux, donc c'est instantané. Derrière, effectivement, ça dépend de ce que la personne a vécu, du nombre d'émotions peut-être qu'il y a à réguler, des croyances qu'on va devoir aller lever, euh, tout ça. Si une personne arrive qui a aucune croyance, qui est entre les deux, qui est vraiment persuadée que ça va aller mieux, etc., ça va beaucoup plus vite qu'un système qui croit que, en fait, c'est comme ça et c'est comme ça, et elle croit ça à raison parce qu'elle a vécu ça pendant très longtemps. Et du coup, une manière de reprendre le dessus, c'est de se dire, d'accepter un petit peu, de se dire, en fait, c'est comme ça et j'accepte. Dans ce cas-là, ça va être peut-être un peu plus lent. Il n'y a pas vraiment de règles. Ça peut aller très vite comme parfois. Et c'est là où je me fais surprendre. J'ai une personne que je reçois, je me dis, OK, ça va être assez rapide. Et au fur et à mesure, au final, ça prend plus de temps. Et une autre, je me dis, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Et au final, en quelques séances, on fait des pas énormes. Donc ça dépend vraiment. D'accord. C'est difficile de répondre comme ça. Oui, je sais, hein, je te l'ai posé, mais forcément, là, on est sur la Oui, question de la complexité. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça peut aller très vite, hein. Comme tu dis, ça va à la vitesse du système. Et le système, il va très vite dans les deux sens. Donc ça, c'est super cool. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu pratiques, où est-ce que tu donnes tes séances, comment tu t'organises, s'il y a des personnes qui pourraient être intéressées? ouais, mais c'est en présentiel du coup du côté Haute-Savoie entre Annecy et Genève. Et je suis aussi en Suisse côté Genève et Nyon. Ok. Je mettrai tes coordonnées, tu vois, dans la description. Comme ça, s'il y a des gens qui sont dans les parages, qui sont allés jusque-là, ils pourront te contacter. Euh, Tu prends encore de la patientèle à l'heure d'aujourd'hui? Là, j'aurai des dispos à partir de la rentrée, j'aurai de nouveau des dispos, ouais, Ok. Ok, à partir super. de 2026. Bah écoute, le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Val? Est-ce que déjà tu as apprécié aborder ce sujet-là? Est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de le faire de cette manière? Non, c'était la première fois. Ça fait un moment que je me dis que j'aimerais bien faire un format un peu plus long pour avoir le temps d'aborder des choses. Il y a plein de choses qu'on a abordées, juste des petites entrées, des petites touches, mais je pense que c'est nécessaire en tout cas une première fois d'avoir une vue d'ensemble. Et puis c'était aussi
l'occasion d'échanger avec toi, donc c'était chouette. Mais ouais, c'est un format qui est intéressant et qui permet d'aller un peu plus loin que ce qu'on trouve en surface et qu'on peut pas aborder sur des choses un peu plus courtes, des formats plus courts. On verra selon les retours, hein. Peut-être qu'il y aura l'occasion d'aborder plus précisément les réflexes archaïques. Peut-être que ça te donnera l'impulsion de commencer à partager ça, parce que c'est quand même une discipline, un champ qui n'est pas connu, ou peu connu, en France, je sais pas. À voir. Prendre ta place aussi sur ce sujet, si c'est quelque chose qui te passionne et que tu as envie de le déployer un petit peu plus. Moi, en tout cas, j'ai apprécié l'échange. Merci beaucoup d'avoir donné de tes connaissances comme ça gratuitement et j'espère que les gens ils auront pu se faire une idée de la place centrale en fait qu'a le système nerveux aujourd'hui dans la manière dont on vit notre vie, dont on la perçoit surtout, dont on la ressent et qui pourront en sortir avec des choses un peu concrètes, hein. C'est tout. C'est tout pour le moment. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu veux dire, une annonce, un truc, Non, je crois qu'on a fait le tour, hein. Toujours revenir à ce niveau de satisfaction. Je pense que c'est un petit peu peut-être un élément à retenir de ça, d'aller trouver le sien et de veiller à être plus du côté de cette cohérence-là plutôt que cette distorsion. J'aime bien opposer ces deux-là. On peut être vite facilement en distorsion et il y a beaucoup de choses qui créent cette distorsion aujourd'hui. Et d'avoir des notions, ne serait-ce que sur le système nerveux, et puis ben, vis-à-vis de ce que tu proposes, ça aide à ramener à sa cohérence. Et puis sa cohérence, il n'y en a pas une, je veux dire, elle est très, très personnelle aussi. Toi, pour toi, tu vas trouver ta cohérence avec bah, ce qui va jouer pour toi, ce qui va te parler. Et puis moi, ça va être différent aussi. En tout cas, cette question-là de revenir en cohérence. Et quand on est dans cette cohérence-là, il y a effectivement un système nerveux qui a plus la facilité de faire son travail d'autorégulation et qu'on n'aurait plus besoin de tout le temps d'essayer de le réguler. C'est quelque chose qui sait faire tout seul, qui sait mieux faire que ce qu'on pourrait faire de nous-mêmes. Donc, juste ouais, si on peut trouver notre état à ce niveau-là et puis lui permettre de faire son job, quoi. Super. Bon bah, on termine sur ça avec un système en cohérence, avec des clés pour le faire. Je mettrai quelques ressources si ça intéresse des gens en anglais de Nick Ross, c'est ça ton Mode, formateur? mode, Nick Moss? MO2S. Moss, pardon, ouais. Et parce qu'il y a 3 vidéos en anglais qui expliquent un peu, qui chapeautent le sujet s'ils veulent aller voir. Donc je mettrai ça aussi. Je mets toutes tes infos, voilà, tu me les enverras, je les mettrai en description. Et puis voilà, merci Valentin pour ton temps. On va couper là maintenant, ça fait une bonne heure et demie, je pense. Merci beaucoup et au plaisir Merci à toi. de faire un nouvel épisode plus tard, mais en tout cas, c'était cool.